Voilà, donc juste en deux mots, je viens des hôpitaux universitaires de Genève, où je dirige un service qui s'appelle le service des spécialités psychiatriques. Et dans ce service, il y a une unité qui s'occupe des troubles de l'humeur et plus particulièrement des troubles bipolaires. J'ai été Pouvez-vous rapprocher le micro? comme ça. Voilà, donc j'ai été assez longtemps responsable de cette unité. Et j'ai donc un intérêt pour les troubles de l'humeur depuis maintenant une vingtaine d'années et pour les liens entre créativité et troubles de l'humeur depuis un certain nombre d'années. Ce qui fait que là, je vais essayer de vous donner un petit peu un aperçu de ce que l'on sait et ce que l'on pense actuellement sur ces liens entre la créativité en général et les troubles de l'humeur bipolaires et unipolaires. Donc arrêtez-moi s'il y a des choses pas claires, hein, n'hésitez pas à m'interrompre. Les liens entre la créativité et les troubles psychiques, elles remontent très très loin, puisque Aristote, hein, le grand philosophe grec, il y a environ 2000 ans, avait déjà relevé qu'il n'y a pas de génie sans une touche de folie. Donc là, on est quand même, il y a à peu près 2000 ans en arrière. Et puis, alors plus près de nous, pour ceux de vous qui connaissent bien Genève, il y a sur le coteau de Coligny, qui est en bordure de la ville de Genève, une villa qui s'appelle la villa Diodati, que vous voyez ici sur cette gravure, qui est une magnifique maison avec une vue imprenable sur toute la rade et la ville de Genève. Et c'est dans cette ville-là que Lord Byron a séjourné en 1816 avec Mary Shelley, notamment, qui a écrit Frankenstein. Et il se retrouvait là pendant plusieurs mois. Il faisait des joutes littéraires où il devait écrire des essais ou commencer un roman. Et Lord Byron, qui avait un trouble de l'humeur bipolaire, disait déjà à l'époque, nous dans le domaine, on est tous un peu fous. Et Lord Byron faisait des phases maniaques assez marquées, des phases dépressives, des phases mixtes. Il a écrit des poèmes absolument superbes. Et donc à Genève, on a cette plaque pour Lord Byron qui avait séjourné dans la région et qui avait écrit aussi le prisonnier de Chillon. Donc le château de Chillon, c'est un château médiéval qui se trouve à l'autre bout du lac, pour ceux qui connaissent la région. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est la créativité? Comment est-ce qu'on définit la créativité? Et là, alors il y a différents domaines de créativité. C'est pas seulement artistique, musical ou dans le domaine de la peinture. Ça peut être une créativité dans le domaine scientifique, dans le domaine de la danse, de l'architecture. Donc la créativité en général. Et là, la plupart des experts, quand ils donnent la définition de la créativité, ils s'accordent sur le fait qu'il faut qu'il y ait un élément de nouveauté et d'originalité, en complément à un aspect d'utilité, quand même. Donc ça veut dire développer des nouvelles approches, une nouvelle méthode, une solution à laquelle on n'avait pas pensé et qui va pouvoir, en général, apporter quelque chose à la société. Et puis, il y a la notion de rapidité. En général, il faut aussi que le processus de créativité soit quand même dans un processus relativement rapide. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les analyses de la créativité. Alors, les psychanalystes en général se sont beaucoup intéressés à la créativité et pour eux, il s'agit vraiment d'amener et de faire exister quelque chose de nouveau, évidemment, avec tout l'aspect des contributions de l'inconscient qui vont jouer un rôle important dans le processus de la créativité. Il y a eu plusieurs études et pas mal d'intérêt par rapport aux traits de personnalité en lien avec la créativité. Et ce qui ressort de toutes ces études qui ont été faites ces 15 dernières années, c'est que les personnes créatives vont avoir en général des scores plus élevés si on regarde quel est leur tempérament.
Alors, vous avez sûrement entendu parler des tempéraments cyclotimiques, hyperthymiques. Donc, le tempérament, c'est quelque chose d'inné, hein, que l'on a avec nous dès la naissance et que l'on va garder tout au long de notre vie. Alors, ce qu'on appelle le tempérament cyclotimique, c'est quand il y a quand même une humeur qui a tendance à varier, pas forcément beaucoup, mais très souvent. Tempérament hyperthymique, c'est des gens qui sont très dynamiques, qui dorment relativement peu, qui ont beaucoup de contacts sociaux, très entreprenants, etc. Et on va retrouver ce type de tempérament plus souvent chez des personnes considérées comme créatives que dans la population générale. Il y a également l'aspect de ce qu'on appelle l'extraversion, donc des personnes qui sont plutôt justement très à l'aise dans les contacts sociaux, qui prennent de la place, qui sont aussi assez dynamiques. Enfin, vous voyez un petit peu le type de personnalité. Et puis, ce qu'on appelle la pensée divergente. Donc ça fait partie des différents styles cognitifs. Et la pensée divergente, c'est la pensée qui permet justement de réfléchir de manière un peu inhabituelle en utilisant des voies qui ne sont pas les voies auxquelles on a été formé avec notre éducation, les voies rationnelles et cohérentes. Donc c'est une pensée qui peut tout d'un coup passer d'un concept à un autre de manière assez abrupte, qui peut faire des associations et qui va de cette manière arriver sur des domaines ou sur des concepts nouveaux qui n'ont pas encore été élaborés. Parce que si on a une pensée très rationnelle, très pragmatique, c'est plus difficile d'être vraiment créatif et de trouver quelque chose de nouveau. Donc ça, on le retrouve aussi chez des personnes créatives. Et puis, ce qui est intéressant, il y a l'impulsivité. L'impulsivité, elle semble jouer un rôle important également dans les processus de créativité. Et là, je vous cite juste, alors une méta-analyse, c'est une étude qui reprend toutes les études qui ont été faites dans le domaine, donc là c'est quand même une 30aine d'études, et qui met en évidence que le choix d'une occupation considérée comme créative, artistique et créative, va en général être associé à un certain niveau d'impulsivité. Alors pourquoi l'impulsivité ? Parce que probablement, pour pouvoir dépasser justement les barrières standards, de nouveau, que l'éducation nous a inculquées, que la société nous impose, il faut probablement un certain niveau d'impulsivité qui permet de dépasser ces normes et ces barrières pour aller dans un territoire nouveau, inexploré, et pour laisser les points de vue conventionnels de côté pour pouvoir innover. Donc ça, c'est aussi un élément assez important pour pouvoir être créatif. Et on sait que dans les phases hautes, hypomaniaque ou maniaque, il y a une impulsivité assez marquée. Les filtres tombent et la personne va faire des choses qu'elle ne ferait pas si elle était normothymique. Mais même dans les phases normothymiques, il y a un niveau d'impulsivité qui est un petit peu plus élevé en moyenne que dans la population générale. Donc, c'est probablement un des multiples éléments qui participent au processus de créativité lié aux troubles de l'humeur. Ce qui ressort aussi des différentes études qui ont été faites dans le domaine, c'est que les personnes qui vont choisir des professions créatives, alors profession créative c'est un peu subjectif, parce que dans les études qui ont été faites, les auteurs définissent à quoi correspond une profession créative. Alors de nouveau, ça peut être dans le domaine évidemment artistique, là c'est assez évident, mais ça peut être architecture, ça peut être un biologiste, il a une profession créative parce qu'il doit aussi trouver des solutions, faire des hypothèses scientifiques, etc. Par contre, un comptable ou un expert comptable, c'est un travail qui demande des grandes capacités cognitives, mais il faut s'en tenir à des règles très très strictes, très pragmatiques, très rationnelles, et
les auteurs de ces études considèrent que, par exemple, ce type de profession demande moins de créativité que les autres professions dont j'ai parlé. Alors après, voilà, ça se discute, mais c'est ce qui est utilisé quand on s'intéresse aux professions créatives. Alors, il y en a toute une liste qui a été établie. Et chez ces personnes qui ont choisi des professions créatives, on retrouve ce qu'on appelle l'openness to experience, donc c'est l'ouverture aux expériences nouvelles. Il faut quand même avoir envie d'essayer des nouvelles choses, être ouvert à la nouveauté, aux expériences un peu inhabituelles. Si on n'a pas ça, évidemment, ça va freiner également les possibilités d'aller faire quelque chose de vraiment créatif. Et ça aussi, c'est un trait que l'on retrouve, qui est plus marqué chez des personnes qui ont un trouble bipolaire que dans la population générale. Donc ça, c'est un schéma qui résume un tout petit peu ces différents éléments, où, comme vous voyez ici, on a la partie génétique, le patrimoine génétique dont on hérite de nos parents, qui va déjà nous donner une certaine capacité à être plus ou moins créatif, le tempérament dont on parlait avant, et puis après il y a encore des dimensions prédisposantes, évidemment le milieu, le réseau social dans lequel on évolue, les facultés cognitives, toute la partie affective, motivationnelle, et finalement les interactions de tous ces éléments, plus encore d'autres, vont faire qu'on aura un comportement plus ou moins créatif. Alors un point intéressant dont on entend souvent parler, c'est le fait que les émotions négatives peuvent être utiles pour la créativité. Et par exemple, la dépression ou les dépressions récurrentes, le spleen, le blues, ça peut être un moteur de créativité. C'est une idée un peu reçue comme ça dans la population. Mais en fait, là aussi, il y a plusieurs études qui ont regardé cet aspect. Et il semblerait que dans la phase dépressive, alors on peut en reparler aussi après, mais dans la phase dépressive, on n'est pas tellement enclin à être créatif. Le fait d'avoir fait une ou des dépressions, ça peut être très utile pour la créativité, mais au moment où on est dans la phase dépressive, où les émotions sont négatives, là par contre, c'est plutôt un frein pour la créativité. Ce qui ressort aussi, c'est que pour les personnes qui font des dépressions unipolaires, il y a moins de liens avec la créativité que les personnes qui ont des variations d'humeur de type bipolaire. Et comme je disais, on est rarement créatif pendant un épisode dépressif, ça peut arriver, mais c'est quand même beaucoup moins fréquent que dans les phases hautes. Par contre, la dépression peut devenir une source d'inspiration créative. Alors, est-ce que c'est lié à des phénomènes de cyclothymie, des périodes où l'énergie est un peu augmentée au moment où on sort de la dépression? Alors ça, on ne le voit pas chez tout le monde, mais on peut le voir. Au moment où l'humeur remonte, il peut y avoir un regain d'énergie. Et là, on peut être effectivement plus créatif. Mais c'est quelque chose qui est un peu controversé. Par contre, les émotions ou l'humeur positive, alors là, c'est assez clair que les états émotionnels positifs, ils vont permettre d'élargir le mode de pensée, le mode d'attention. Ça va augmenter les capacités de perception, les images accessibles et le processus de créativité. Et là, il y a des études qui montrent bien que quand on est dans une humeur positive, quand on a des émotions positives, on va améliorer les performances dans les tâches qui mesurent la flexibilité cognitive, donc la capacité de passer d'un sujet à l'autre rapidement, de jongler avec des concepts ou d'élaborer de nouveaux concepts. Et là, je vous cite juste une étude toute récente de l'année dernière qui a regardé justement l'effet de la musique sur la créativité.
Et dans cette étude, il montre que si on écoute ce qu'ils appellent happy music, donc c'est de la musique classique, mais plutôt une musique style Mozart, ou la musique entraînante et plutôt joyeuse, eh bien, on arrive à améliorer les facultés créatives, notamment avec ces phénomènes de pensée divergente. Quand on écoute ce type de musique, on facilite le processus créatif par rapport à la situation où on n'écouterait pas ce type de musique, ou si on écoute, alors là ils l'ont pas fait avec des musiques plus tristes ou nostalgiques, mais en tout cas avec la musique joyeuse, classique, on peut élever le niveau de créativité. Alors maintenant, si on regarde pour les phases hypomaniaques et maniaques de la bipolarité, donc là avec la maniaco-dépression classique ou trouble bipolaire 1 et le trouble bipolaire 2 avec les phases uniquement hypomanes. Si on reprend un petit peu les items qui sont présentés, là c'est la classification internationale des maladies, la CIM-10, on aura bientôt la CIM-11, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs de ces éléments qui vont clairement faciliter un processus créatif. Donc il faut que l'humeur soit élevée avec une augmentation de l'activité physique et psychique en termes de quantité, mais aussi de rapidité. Donc on a cette augmentation d'énergie, donc ça va déjà faciliter les processus créatifs. Augmentation de l'estime de soi, je ne l'ai pas mis en rouge, mais là aussi, comme on a une meilleure idée de soi-même, on pense qu'on peut faire des choses plus intéressantes, plus vite, ça va aussi favoriser. On dort moins, donc on a plus de temps pour élaborer des projets, se lancer dans des idées nouvelles, etc. La fuite des idées, donc les pensées vont s'enchaîner parfois très rapidement. Et là, dans ce phénomène, on peut aussi justement faire des associations que l'on ne ferait pas si le flot des idées circulait de manière standard dans la normothymie. Là, on est justement dans un domaine où il peut y avoir cet enchaînement d'idées, des associations qui peuvent amener à quelque chose de créatif. Ici, c'est juste quelques exemples de personnes du passé ou contemporaines qui ont souffert d'un trouble bipolaire ou qui disent ouvertement présenter un trouble bipolaire. Alors, vous voyez qu'il y a de nombreux peintres, Rothko, Edvard Munch, il y a passablement d'écrivains, Dickens, Faulkner, Virginia Woolf, Nietzsche, des musiciens, Schumann, on va y revenir juste après, Rachmaninoff, et puis un politicien très très célèbre, Churchill. Ça c'est Sinéad O'Connor qui est une chanteuse pop, rock contemporaine, Jean-Claude Van Damme, etc. Schumann, c'est intéressant, c'est un bon exemple pour montrer les liens entre variation d'humeur et créativité. Là, il est dans un portrait plutôt en phase subdépressive ou dépressive. En tout cas, il n'a pas l'air très euphorique. Et si on regarde l'arbre généalogique de la famille, donc ça c'est Robert Schumann, vous voyez que sur 3 générations, il y a plusieurs membres de la famille qui avaient soit un trouble bipolaire, c'est ce qui est représenté en noir, hommes et femmes, soit un trouble dépressif récurrent, soit, ça c'est les suicides dans la famille, il y en a quand même eu 2, dont une de ses sœurs. Là c'est un trouble psychotique non spécifié, et puis ça c'est addiction à la morphine. Donc vous voyez que sur 3 générations, là il y a des troubles de l'humeur et d'autres troubles qui sont présents. Et ce qui est intéressant, alors ça c'est une analyse qui a été faite dans un excellent livre
de Kay Redfield Jamison, qui est une psychologue qui travaille aux États-Unis, qui a elle-même un trouble bipolaire, qui a écrit sa biographie et qui s'intéresse beaucoup au lien entre justement créativité et bipolarité. Et là, vous voyez que Schumann, en 1833, il a fait une dépression sévère. Il a peu composé de musique. Donc ça, c'est le nombre de compositions par année. En 1840, il a été hypomane, voire maniaque pendant de nombreux mois. Et là, il a énormément composé. Il a refait une dépression sévère en 1844. Il n'a rien produit musicalement. 1849, à nouveau fortement hypomane pendant des mois, une très grande productivité musicale. Et puis finalement, il a fait une tentative de suicide en 1854 et il a passé plusieurs années en hôpital psychiatrique. À l'époque, il n'y avait pas de traitement, donc il a fini sa vie malheureusement en hôpital psychiatrique. La qualité de ce qu'il a produit pendant les phases hypomanes n'était pas forcément toujours meilleure que quand il était normothymique, mais la quantité est quand même impressionnante par rapport aux années où il était simplement bien, entre guillemets. Donc ça montre assez bien le moteur que peut procurer l'hypomanie ou la manie modérée au niveau de la production artistique, musicale dans ce cas-là, et donc la créativité. Voilà, donc c'est tiré de ce livre de Kay Jamison. Elle parle aussi de Lord Byron et d'autres écrivains et artistes. Je ne suis pas sûr qu'il est traduit en français, malheureusement, mais c'est vraiment un très bon livre. Edvard Munch, donc c'est un peintre célèbre. Ça, c'est un tableau qui s'était vendu il y a quelques années à 100 millions de dollars. Il avait un trouble bipolaire avéré et il a peint pendant de très très nombreuses années avec un style bien particulier qui lui est propre. Jack London, tout le monde le connaît, un écrivain qui lui aussi, d'après sa biographie et d'après ce qu'on sait de lui, avait très probablement des variations d'humeur de type bipolaire. Il a commencé à écrire très jeune, il a commencé aussi à consommer de l'alcool très jeune, et il avait des périodes où il écrivait pendant presque toute la nuit, pendant plusieurs jours de suite, et puis des périodes où il était très dépressif, où il consommait passablement d'alcool et où il ne produisait plus rien au niveau littéraire. Et puis Churchill, ça c'est vraiment un exemple assez fascinant. Alors lui, il avait clairement un trouble bipolaire. Il a fait des phases dépressives sévères qu'il appelait ses black dogs, ses chiens noirs. Il y a maintenant un institut en Australie qui porte ce nom et qui est dédié aux troubles de l'humeur. Et Churchill avait aussi des phases hypomanes, voire légèrement maniaques, mais plutôt hypomanes, qui pouvaient durer assez longtemps, qui épuisaient son entourage, mais qui lui ont permis de faire probablement tout ce qu'il a fait pendant la guerre, qu'il aurait probablement pas eu ni l'énergie, ni le courage de faire s'il n'avait pas eu un trouble de l'humeur bipolaire. Il consommait aussi passablement d'alcool, il commençait le matin vers 8h, 8h30, et puis il consommait tout au long de la journée jusqu'au soir. Il faisait une sieste vers 18h, et puis après il continuait à travailler jusqu'à 2-3 heures du matin, mais en consommant, alors ça passait du cognac au whisky, à d'autres alcools. Et il a quand même vécu jusqu'à 90 ans, donc il arrivait à doser sa consommation, tout ça avec une dizaine de cigares par jour quand même. Et il a eu le prix Nobel de littérature parce qu'il écrivait énormément, des essais notamment, et c'est le seul politicien, à ma connaissance en tout cas, qui a eu le prix Nobel de littérature. Donc voilà l'exemple de quelqu'un qui avait des variations d'humeur qui parfois lui occasionnaient passablement de souffrance dans les phases dépressives, et heureusement qu'il n'a jamais fait de tentative de suicide et qu'il a pu vivre aussi longtemps. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a fait des choses exceptionnelles, mais probablement en lien avec ces variations d'humeur.
Et puis Van Gogh, maintenant c'est d'après sa date de naissance que la journée mondiale des troubles bipolaires a été mise en place il y a quelques années. Alors lui aussi, c'est quand même un destin exceptionnel, hein. Il a commencé à peindre à 26-27 ans. Il a peint 2000 toiles et dessins en 10 ans. Et à 37 ans, il s'est suicidé. Donc une production artistique phénoménale, avec une créativité vraiment hors du commun, malheureusement entrecoupée d'épisodes très difficiles, de dépression, de manie, avec des symptômes psychotiques. Ça, c'est un autoportrait après l'épisode de l'oreille coupée. Et puis là, c'est dans l'hospice, dans l'hôpital psychiatrique à Saint-Rémy-de-Provence, où il a séjourné parfois pendant des longs mois. Il avait une pièce où il pouvait continuer à peindre, hein, ça faisait partie de son traitement. Il a aussi fait 1 ou 2 tentatives de suicide avec l'huile de térébenthine utilisée pour nettoyer les pinceaux. Donc à ce moment-là, après, on lui retirait le matériel de peinture pendant un certain temps. Mais il a continué à peindre pendant qu'il était hospitalisé. Et ça, c'est la dernière toile qu'il a réalisée le jour où il s'est suicidé. Donc il est parti peindre dans les champs. Et il avait réussi à se procurer un petit revolver. Il s'est tiré une balle à bout portant dans l'abdomen. Il a ensuite agonisé pendant 2 jours, hein, ce qui a laissé le temps à son frère de venir le rejoindre. Mais une fin vraiment tragique à 37 ans. Donc après ces quelques exemples, la question quand même que l'on se pose souvent, est-ce qu'on va trouver plus de variations d'humeur bipolaire chez des personnes qui ont justement une profession considérée comme créative? Et là, ça vaut la peine que je vous cite très très brièvement quelques études récentes, parce que ça suscite passablement d'intérêt depuis une dizaine d'années maintenant, cette question. Et là, ce sont des études particulièrement intéressantes qui sont faites dans les pays du Nord. Et vous savez peut-être que dans les pays nordiques, ils ont des registres que nous n'avons pas ni en France ni en Suisse. C'est-à-dire que les personnes qui reçoivent un traitement avec des psychotropes rentrent dans cette base de données. Les gens qui sont hospitalisés sont aussi dans cette base de données. Et ça leur permet de faire des études sur des centaines de milliers de sujets, voire plus, et de poser des questions assez intéressantes dans différents domaines. Donc là, ils ont regardé sur 300 000 personnes pour essayer de voir s'il y avait un lien entre avoir une profession dite créative et avoir reçu un diagnostic de schizophrénie ou de troubles bipolaires ou de dépression récurrente. Donc ils ont regardé entre 1973 et 2003, hein, donc sur 30 ans, pour comparer avec des sujets contrôle qui n'avaient pas été hospitalisés. Et ce qui ressort, c'est que comparé aux personnes considérées comme contrôle, les personnes qui ont un trouble bipolaire, mais aussi les parents du premier degré des personnes qui ont un trouble bipolaire ou une schizophrénie, étaient beaucoup plus susceptibles d'occuper une profession créative. Par contre, pour les sujets qui présentent une schizophrénie ou une dépression unipolaire, ils ne retrouvent pas ce lien. Donc ça a l'air d'être spécifique pour la bipolarité. Et ça suggère quand même ce qu'on appelle une co-ségrégation familiale pour les troubles bipolaires et la schizophrénie, mais là c'est pour les parents du premier degré seulement, avec la créativité. Et là c'est aussi une équipe nordique qui va encore plus loin, là c'est sur 1 173 000 personnes. Et là ils ont regardé si la créativité était associée à différents troubles psychiatriques ou plutôt spécifiques pour les troubles qui s'accompagnent de symptômes qu'on appelle psychotiques, donc perte de contact avec la réalité. Et ils ont regardé tous ces diagnostics, là, troubles anxieux, troubles bipolaires, schizophrénie, abus de substances, autisme, anorexie.
Et ce qui ressort, c'est que, à part pour les troubles bipolaires, les personnes qui ont une profession dite créative n'ont pas plus de risques de présenter un trouble psychiatrique que les sujets contrôle. Donc là aussi, les variations d'humeur bipolaire ressortent comme ayant un lien avec les professions créatives, dites créatives. Et ce qui ressort aussi, c'est que la profession d'auteur, d'écrivain, est associée à un risque augmenté de troubles de l'humeur, de schizophrénie, de troubles anxieux, d'abus de substances et de suicide. Donc c'est un groupe qui a l'air de se détacher. On en a vu quelques-uns avant dans les exemples, mais c'est un groupe qui a l'air d'être plus à risque pour présenter ce type de troubles psychiques. Et puis, association avec les professions créatives chez les parents du premier degré, de personnes qui ont un trouble bipolaire, une schizophrénie, mais aussi chez les frères et sœurs de personnes qui sont considérées comme autistes. Alors, il y a aussi la question du quotient intellectuel. Est-ce qu'il y a un lien entre QI élevé, créativité et bipolarité ? Et là aussi, il y a des études récentes, ça c'est 2013, des jolies études vraiment intéressantes. C'est sur 1 million de sujets. Donc ça, c'est des études qu'on ne pourrait pas faire ni en France, ni en Suisse, ni en Allemagne ou dans d'autres pays européens. Et là, en fait, ils ont regardé le risque d'hospitalisation pour un diagnostic de trouble bipolaire. C'est chez des sujets qui étaient hospitalisés. Ils ont regardé ça sur une longue période et ils ont remarqué que ceux qui étaient hospitalisés avec un diagnostic de trouble bipolaire avaient les scores de QI les plus élevés. Parce qu'en Suède, ils font un score de QI au moment du service militaire, donc chez les jeunes hommes de 18 ans. Tout ça est enregistré aussi dans une base de données. Et là, ils ont suivi pendant une quinzaine d'années, ils ont regardé ce que devenaient ces personnes chez qui on avait fait un test de QI à 18 ans, quand ils avaient 25, 30 ans, 35 ans. Alors, certains étaient hospitalisés pour un trouble psychique, etc. Et ce qui ressortait, c'est que ceux qui avaient les QI les plus élevés avaient plus de risques d'être hospitalisés avec un diagnostic de trouble bipolaire, mais c'était aussi vrai pour les scores de QI les plus bas. Donc il y avait les deux groupes, ceux qui avaient vraiment un QI nettement plus élevé que la moyenne et ceux qui avaient un QI plus bas. Et ce que suggèrent les auteurs, c'est que c'est peut-être deux groupes finalement de personnes. Certains ont peut-être des troubles cognitifs qui s'installent plus vite et qui vont occasionner des difficultés au niveau de la concentration, de l'attention. Et puis les autres qui ont un QI plus élevé, ce qu'on voit quand même assez souvent, qui sont des personnes qui ont des capacités cognitives au-dessus de la moyenne. Et puis là, dans le même ordre d'idée, c'est les performances scolaires à l'âge de 16 ans et le risque de développer un trouble bipolaire à l'âge adulte. Et ce qui ressort, c'est que les adolescents, donc à l'âge de 16 ans, qui ont les meilleures performances scolaires, avaient environ 4 fois plus de risque de développer un trouble bipolaire que ceux qui avaient des notes standards. Il y avait aussi un risque augmenté pour ceux qui avaient les plus mauvaises notes. Donc on retrouve ces deux groupes, comme dans l'étude suédoise. Il y a ceux qui sont vraiment brillants, qui ont beaucoup de facilité, ils ont plus de risques. Et ceux qui ont vraiment des difficultés ont également un peu plus de risques de développer par la suite des variations d'humeur bipolaire. Alors pourquoi la créativité peut se manifester, comment ça fonctionne? Là aussi, il y a maintenant passablement d'intérêt. Il y a des études, on n'a pas le temps de les passer en revue, mais juste brièvement, il y a une étude quand même intéressante au niveau de la génétique qui a été publiée, c'était en 2015.
Et ça porte quand même sur 80 000 sujets, donc ça a été fait en Islande, puisque comme vous savez, en Islande, la population est relativement homogène. Au niveau génétique, c'est même très homogène, parce qu'il y a assez peu de mélange. Il y a un petit peu de mélange avec des gens qui viennent d'ailleurs, mais c'est quand même une population relativement fermée, qui évolue depuis des siècles. Et donc au niveau génétique, c'est très intéressant et très favorable pour essayer de mettre certaines choses en évidence. Donc là, ils ont fait cette étude avec 80 000 sujets islandais et puis d'autres populations contrôle. Et dans chaque cohorte, il y avait à peu près 1% des sujets qui étaient considérés comme ayant une profession créative, justement. Et ce qui est ressorti de cette étude, en fait, ils ont pu mettre en évidence un score de créativité, c'est-à-dire ce qu'ils appellent un score polygénique. Donc ils mettent en évidence toute une série de variants génétiques, si vous voulez, dans ces populations, et ils établissent un score de risque lié à la créativité. Et ce qui est en bleu, c'est pour les troubles bipolaires, et là c'est pour la schizophrénie. Donc c'est la première étude qui arrive en fait à montrer qu'il y aurait une base en partie génétique qui peut amener la personne à avoir plus de facilité pour des processus dits créatifs que pour d'autres personnes qui n'auraient pas ce score polygénique, donc une certaine configuration au niveau de la génétique. C'est un élément, il y en a d'autres, mais voilà, c'est une étude qui est quand même intéressante. C'était la première qui a pu montrer ce type d'éléments. Et ça, c'est une autre étude toute récente qui propose, alors c'est un modèle, mais qui propose qu'avec ce risque génétique, alors le mot risque est peut-être pas le plus approprié, mais là vous avez ce score qui augmente, vous avez la créativité qui augmente en fonction de ce score polygénique jusqu'à un niveau optimal, et puis après ça redescend parce que ça devient trop élevé, si vous voulez, et le risque devient trop sévère. Et là on arrive, ça c'est la bipolarité. Là il y a encore beaucoup de créativité, mais si on continue, à un moment donné, si c'est vraiment trop sévère, on perd l'avantage de la créativité. Donc ce que ça suggère, c'est qu'il y a une fenêtre dans laquelle la créativité peut vraiment s'exprimer. Et c'est ce qu'on voit aussi probablement avec les phases plutôt hypomanes ou maniaques modérées. Quand c'est vraiment des phases maniaques très sévères, là on perd la capacité créative parce qu'après ça devient un peu quand même désordonné, plus chaotique. Donc voilà, c'est un peu une question de dose. C'est ce qui est proposé dans ces études. Vous nous direz après ce que vous en pensez, mais ça fait du sens, jusqu'à un certain niveau. C'est vraiment bénéfique, et puis après, si on dépasse un certain seuil, ça devient plus difficile, et on perd un petit peu cet avantage pour la créativité. Et puis ça, voilà, on ne va pas regarder en détail, mais c'est de nouveau une proposition par certains auteurs qui s'intéressent à ce domaine, où là, on aurait plutôt tout ce qui concerne les troubles psychiques avec symptômes psychotiques, donc perte de contact avec la réalité, les symptômes négatifs et positifs. Et puis là, c'est plutôt tout ce qui est affectif, donc justement la bipolarité avec les phases maniaques, les phases dépressives. Ici, on aurait plutôt la créativité scientifique, et là, plutôt la créativité artistique. Alors, on sait par exemple que Newton, grand créateur scientifique, il a eu des moments de perte de contact avec la réalité, il avait des symptômes psychotiques par moment, et il se situerait justement plutôt à ce niveau-là du schéma. Vous voyez que là, il y a l'autisme en bas, les symptômes négatifs de la psychose, alors que des musiciens ou des auteurs très créatifs seraient plutôt dans ce type de créativité. Donc là, il y a tout un débat sur différentes formes de créativité. On ne va pas rentrer dans les détails, mais
voilà un schéma qui résume un petit peu là où on en est actuellement par rapport à ces idées. Il y a les études de neuroimagerie qui progressent très rapidement et qui permettent de vraiment aller voir en temps réel quels sont les circuits qui sont activés, inhibés quand la personne fait une tâche ou réfléchit à certaines choses ou fait du calcul mental. Et là, par rapport à la créativité, ils ont demandé à des sujets d'improviser en musique de jazz. Et pendant qu'ils improvisent, on enregistre leur fonctionnement cérébral avec de l'imagerie fonctionnelle pour voir comment ça se passe. Alors ça, c'est juste une image qui montre qu'il y a certaines zones qui sont désactivées, notamment dans le cortex frontal, et puis d'autres zones qui vont être au contraire activées pendant le processus créatif. Donc on commence à pouvoir un petit peu découper quels sont les circuits qui sont impliqués, quels sont ceux qui sont inhibés, activés. Là, c'est le même type d'étude, ça c'est très récent, c'est 2012, où là ils ont demandé à faire de l'improvisation avec de la musique rap. Donc c'est pas évident parce que la personne doit trouver les mots et improviser sur la musique et faire le texte comme ça en improvisation. Et là aussi ils ont regardé avec de l'imagerie fonctionnelle quelles étaient les zones impliquées et on retrouve bien les mêmes zones que je vous ai montrées avant. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'on commence à vraiment explorer de manière plus précise grâce à l'imagerie pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on est en train d'être dans un processus créatif. Puis alors une question intéressante, ça a été posé justement par une équipe australienne, c'est est-ce que les personnes qui ont un trouble de l'humeur pensent que leur condition a quand même des avantages? Alors, ils ont fait cette étude il y a quelques années qui a été publiée et ils ont regardé avec 335 personnes qui avaient un trouble de l'humeur, soit bipolaire, soit unipolaire. Il y avait 2/3 de troubles bipolaires qui ont rapporté qu'il y avait des avantages liés à la maladie. Par contre, ceux qui avaient des dépressions uniquement, il n'était que 22% à dire que les dépressions, le trouble de l'humeur pouvait apporter des avantages. Et ce qui était rapporté comme avantage le plus fréquemment cité, c'était une plus grande empathie, plus grande appréciation de la vie et une augmentation de la créativité. Les personnes qui avaient un trouble bipolaire type 2, donc uniquement les phases hypomanes et les dépressions, étaient beaucoup plus nombreux à identifier des avantages liés à leur maladie que ceux qui avaient un trouble bipolaire type 1. Et c'était principalement lié aux phases hypomanes qui étaient vécues comme plutôt agréables, avec de l'énergie, permettant de faire beaucoup de choses, mais sans que ça aille trop loin. Et ça, c'est quelques témoignages qui sont dans cette étude. Ça, c'est une femme de 35 ans qui a un trouble bipolaire et qui dit que bien qu'elle préférerait ne pas avoir de phase dépressive, beaucoup de ses moments créatifs en sont un résultat direct. Elle écrit de la poésie qui décrit les émotions sombres et elle pense que sa poésie n'aurait pas le même impact si elle n'avait pas eu de dépression et que toutes les personnes qu'elle connaît qui ont un trouble bipolaire sont toujours plus créatives que les gens normaux entre guillemets. Et elle s'est souvent demandé si c'était un side effect, un effet indésirable. Ouais. Et puis une autre personne dit j'apprécie Léo et je me sens assez créative, confiante et joyeuse et aussi plus connectée aux autres personnes. Et je pense que ça a contribué à une partie de mes succès. Donc ça, c'est une femme de 39 ans avec un trouble bipolaire. Est-ce que les traitements inhibent ou favorisent la créativité? Ça, c'est assez débattu. C'est peu investigué, donc on n'a pas beaucoup d'éléments concrets vraiment
pour cette question-là. Ce qui est à disposition suggère quand même que le traitement stabilisateur de l'humeur peut favoriser la production créative en évitant les phases justement de dépression qui vont être plutôt inhibantes et vont pas être favorables à la créativité, ou les phases maniaques trop marquées. Mais ce qui ressort aussi dans les études, c'est que souvent, enfin la plupart du temps, les personnes qui prennent un stabilisateur de l'humeur pensent que ça va plutôt inhiber la créativité. Avec le lithium, les données sont contradictoires. Et ce qui est clair, c'est qu'il faut vraiment essayer de trouver la posologie minimum du stabilisateur qui soit efficace pour essayer d'éviter, bien sûr, les effets indésirables et ne pas avoir d'impact ou un impact minimum sur la créativité. Moi, j'ai certaines des personnes là, que je suis depuis longtemps, j'ai un écrivain notamment, qui prend un stabilisateur de l'humeur, qui n'a plus refait de phase maniaque depuis des années, ni de phase dépressive marquée. Alors lui, il dit clairement qu'il ne connaît plus cette exaltation et ces périodes où il pouvait écrire justement pendant toute la nuit, pendant plusieurs jours, et une facilité d'écrire qu'il n'a plus actuellement. Donc il écrit tous les jours, mais il y a des moments où il est devant la page blanche et c'est un peu plus laborieux, mais il arrive quand même à écrire et à publier ses livres. Mais en même temps, il a un travail beaucoup plus continu, régulier, et antérieurement, quand il ne prenait pas de traitement, il dit lui-même qu'il avait des moments où ce qu'il a écrit était quand même, parfois quand il le relisait, quand il était en phase normothymique, il n'était pas toujours convaincu de ce qu'il avait écrit. Par contre, il avait cette facilité et ces envolées lyriques qu'il regrette de ne plus connaître. Donc, difficile de trouver le bon équilibre. 2 mots sur la psychothérapie. Est-ce que ça favorise la créativité ou pas? On n'a pas beaucoup d'éléments vraiment probants. Il y a très peu d'études là-dessus. Donc ça reste très subjectif. L'art-thérapie, ça c'est une approche qui vise justement à utiliser le potentiel créatif, artistique de la personne. Donc ça c'est une très bonne approche qu'on utilise encore à Genève, mais probablement pas assez. Et puis la psychanalyse s'est beaucoup intéressée à la créativité, mais sur un plan théorique, et là on n'a pas vraiment d'études qui permettent de dire si ça augmente la créativité ou pas. Et puis pour terminer, encore quelques éléments sur les liens entre les couleurs, l'humeur et les émotions, avec la période bleue de Picasso, que tout le monde connaît, une période qui a duré 3 à 4 ans, pendant laquelle Picasso a peint des toiles surtout dans les tons gris, bleus, sombres, sans aucune couleur vive. En fait, Picasso était un ami intime de Casagemas, qui était aussi un Espagnol avec qui il a passé pas mal de temps dans sa jeunesse. Casagemas était à Paris pendant une période avec Picasso et avec d'autres amis artistes espagnols, et Casagemas était tombé amoureux d'une danseuse de cabaret qu'il essayait de conquérir, mais sans succès. Et puis un soir où il avait un petit peu trop bu avec les amis, il a encore fait des avances à cette danseuse qui a refusé ses propositions. Il a sorti un revolver, il a tiré sur la danseuse de cabaret qui a juste eu le temps de plonger sous une table, mais il pensait qu'il l'avait tué, et il a retourné l'arme contre lui, il s'est suicidé et il est décédé. Et suite à ce décès, Picasso, qui était vraiment son ami intime, a sombré dans une dépression qui a duré plusieurs années, et pendant cette dépression, il a peint, justement, c'est sa période bleue, des toiles qui sont superbes, mais qui sont quand même assez sombres, où vous voyez, là, il y a un tout petit peu quand même de blanc, mais autrement, c'est uniquement dans les bleus, les noirs, les gris. Là aussi, ça c'est une toile qui s'appelle La Vie, qu'il a peint en 1903.
Et la grande majorité de ces toiles, pendant cette période, sont des toiles avec ce type de couleur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un groupe de chercheurs anglais qui a développé un outil qui s'appelle la roue de la couleur de Manchester. Et ils ont développé en fait cet outil pour essayer d'identifier et de faire des liens avec les émotions et l'humeur des sujets. Alors, vous voyez cette roue avec un peu toute la gamme des couleurs possibles. Là, quand ils proposent cette roue des couleurs à des sujets qui sont normotimiques, qui vont bien, qui n'ont pas de problème particulier, vous voyez que le jaune, c'est une couleur qui ressort le plus souvent. La plupart des sujets vont être attirés par cette couleur et vont la considérer comme importante. Et puis il y en a d'autres aussi assez lumineuses. Par contre, le bleu, le gris est beaucoup moins intéressant pour quelqu'un qui est dans un état thymique standard. Ça, c'est avec des personnes anxieuses. Et là, vous voyez que les couleurs qui ressortent, c'est le gris clair, gris foncé, le noir. Par contre, le jaune, l'orange sont vraiment minoritaires. Oui? Excusez-moi, la consigne, c'est de choisir une couleur parmi toutes les couleurs de la roue? Alors, ils doivent choisir, il y en avait un peu plus qu'une, mais celles qui sont prépondérantes. Et là, vous voyez qu'on est vraiment dans les gris, alors que les couleurs lumineuses, les couleurs vives, n'attirent plus l'attention, ne sont pas considérées comme vraiment importantes pour des personnes anxieuses. Elles se reconnaissent beaucoup plus dans ce type de couleur. Excusez-moi, parce que ça me parle. Oui. Moi, j'aime bien le gris et le bleu. Oui. Mais en termes commercial, j'ai choisi un logo jaune. Oui. Oui, intéressant. Effectivement. Un smiley. Voilà. Un tétragramme. Tout à fait, parce que vous voyez que les personnes dépressives, eh bien, les couleurs qui sont vraiment prépondérantes, là on est complètement dans la gamme du noir, gris foncé, gris clair et le bleu, et puis toutes les couleurs vives sont laissées de côté. Et Picasso, quand il était dans sa phase dépressive qui a duré 2-3 ans, il a peint ses toiles avec majoritairement ce type de couleur. Donc là, on voit assez bien le lien entre l'humeur et le choix de la palette des couleurs pour lesquelles on va se sentir concerné et que l'on aura envie d'utiliser. Donc, en conclusion, la plupart des personnes qui sont créatives ne souffrent pas d'un trouble de l'humeur et la plupart des personnes avec un trouble de l'humeur ne vont pas être forcément exceptionnellement créatives, mais quand même, il y a un taux disproportionnellement élevé de troubles bipolaires chez des personnes très créatives. Là maintenant, il y a suffisamment de données publiées dans la littérature qui viennent étayer ce qu'on pensait de manière intuitive et subjective. On a quand même plus de variations d'humeur, d'allure bipolaire chez des personnes très créatives. Les liens entre la créativité et les troubles de l'humeur, elles correspondent à un U inversé, c'est-à-dire que l'augmentation des symptômes va être associée à une augmentation de la créativité, mais jusqu'à un certain seuil, jusqu'à une certaine intensité, comme je disais avant, après quoi la créativité va diminuer parce que si cette rapidité des pensées, par exemple, est un avantage jusqu'à un certain point, quand ça va trop loin, après ça devient chaotique et la personne n'arrivera plus à mettre ça dans un contexte créatif, si on peut dire. Donc c'est les états hypomaniaques ou maniaques modérés qui seraient les plus favorables à la créativité. Là, on est vraiment dans la fenêtre optimale pour avoir justement beaucoup d'idées, de l'énergie, faire des associations libres et se lancer dans un développement créatif.
L'impulsivité, comme je disais au début, elle a l'air d'être également importante, hein, puisqu'il faut pouvoir franchir les barrières de tout ce qui est conventionnel et tout ce qu'on doit respecter dans la société pour aller vers quelque chose de nouveau. Et puis les états dépressifs semblent avoir quand même peu d'effets favorables sur la créativité, en tout cas pendant la phase dépressive, même s'ils peuvent être utiles après. Et je vais m'arrêter là, comme ça on a un peu de temps pour vos commentaires et vos questions. Merci. Merci. Je commence là. Je vous remercie pour votre... J'ai levé la main. Moi aussi. Non, mais il faudrait que ceux qui voient donnent la parole. Tu donnes la parole. Je vous remercie pour votre exposé qui était principalement lié à la créativité. Est-ce que vous pourriez... beaucoup de médecins psychiatres en France, je ne connais pas le problème en Suisse, lient la bipolarité à des malades borderline. Est-ce que vous pourriez nous parler rapidement sur la thérapie utilisée pour les malades hospitalisés, en milieu hospitalier, liée à la bipolarité? Quelles sont les thérapies utilisées? Comment soigne-t-on les malades? Donc pour la bipolarité, hein, pas pour l'aspect borderline. Okay. Alors pour la bipolarité, on a toujours recours aux stabilisateurs de l'humeur, qui sont nécessaires mais pas suffisants. Donc ça, c'est un des éléments du traitement. Après, il y a toute la partie psychoéducative pour que la personne puisse vraiment être experte de ses symptômes, prévenir les rechutes, identifier les déclencheurs, etc. Et puis, à ça, on peut encore ajouter une psychothérapie, suivant les difficultés ou la problématique, une psychothérapie qui va être centrée, si c'est un problème d'anxiété, de troubles anxieux, on va axer là-dessus, voilà, selon chaque personne. Et en général, c'est vraiment les trois approches qui donnent les meilleurs résultats. Donc la pharmacothérapie, la psychoéducation et une psychothérapie, pour avoir une approche intégrative avec ces trois approches en fait. Quelle est la législation cantonale à Genève lorsqu'un malade est hospitalisé sous la demande d'un curateur ou d'un médecin généraliste? Est-ce qu'il reste, il y a une loi, comme en France, des 12 jours? Alors il y a aussi une loi, mais c'est différent pour chaque canton en Suisse? Oui, c'est différent. Donc à Genève, si la personne est hospitalisée contre son gré, il faut faire un certificat qu'on appelle un placement à des fins d'assistance. Et là, ça peut aller jusqu'à 40 jours. Après 40 jours, les choses changent et c'est le tribunal de protection de l'enfant et de l'adulte qui va rentrer en ligne de compte et qui va décider s'il faut encore prolonger l'hospitalisation ou pas. Le magistrat se déplace à l'hôpital? Alors, il se déplace à l'hôpital, oui. Oui. Merci. Mais en général, c'est beaucoup plus court. Hein. La moyenne, c'est une vingtaine de jours. Donc, on essaie d'avoir des hospitalisations assez courtes. Et ça peut être plus long. On peut revenir peut-être sur le sujet de créativité. Allez-y, oui, bonsoir. Je voulais vous demander, voilà, moi je suis une peintre, dessinatrice, donc je me suis énormément reconnue dans tout ça, c'est-à-dire que dans les phases maniaques, la créativité était énorme et le côté impulsif, c'est-à-dire de démarrer comme ça, de démarrer pour faire quelque chose sans avoir réfléchi à aucune idée que ce soit. Et même à des moments, je trouvais que c'était limite presque de la magie parce que ma main travaillait toute seule et que je réfléchissais pas. Alors par contre, dans les phases dépressives, il n'y a jamais rien eu. À se demander, voilà, j'étais incapable de rien faire. Et là, maintenant, ce qui est difficile, c'est que comme je suis à peu près stabilisée et que je n'ai plus de phase de manie, mais que j'ai encore des phases un peu dépressives, la productivité est vraiment réduite. Et ça, c'est très pénible, parce que c'est à se demander si c'est entre la peste et le choléra, s'il faut choisir d'être malade et de créer, ou choisir d'être à peu près stabilisé et de plus rien faire. Et alors, sinon, la question, c'était, est-ce que vous pensez, j'ai peut-être zappé quelque chose dans le truc, est-ce que vous pensez que
la capacité créatrice, parce que quand on crée quelque chose, il y a une capacité, comme quelqu'un qui fait du pain ou qui fait... Est-ce que vous pensez que c'est la maladie qui donne cette capacité créatrice? Parce que moi, j'ai cette impression-là, que quand je n'ai pas la maladie, je n'ai plus de capacité, alors que je suis capable de faire des choses en quantité, en qualité et en créativité. C'est ça, moi, qui m'inquiète. Voilà ma question. Alors oui, c'est une très bonne question. Ben, c'est probablement lié à cette vulnérabilité pour les variations d'humeur, qui va être plus marquée chez quelqu'un comme vous, mais ce que montrent les études là dont je parlais, c'est que chez les parents du premier degré, on va aussi avoir cette créativité, peut-être à un degré un peu moindre, parce qu'on est à un seuil un peu plus bas au niveau du risque pour les variations d'humeur. Mais on retrouve quand même cette créativité qui va être un peu augmentée par rapport à la population générale. Et Kay Jemison, la psychologue dont je parlais avec le livre qu'elle a écrit sur les liens entre créativité et les artistes célèbres, elle et d'autres ont émis la théorie que justement le trouble bipolaire, même s'il y a des périodes de grande souffrance et le risque de faire une tentative de suicide, ça amène suffisamment d'avantages au niveau créativité pour l'espèce humaine, et c'est pour ça que le trouble persiste depuis probablement des millénaires, parce qu'au niveau de l'évolution, il y a suffisamment d'avantages justement dans ces processus créatifs, impulsifs, qui permettent de faire des choses que quelqu'un qui ne souffre pas de bipolarité ne va pas faire. Donc ça permet quand même à l'espèce humaine de progresser. Alors bon, malheureusement avec des périodes où il y a de la souffrance et où c'est vraiment pas évident, mais globalement, on doit quand même y trouver un avantage suffisant, parce qu'autrement la nature est bien faite et elle aurait au cours de toute l'évolution finalement éliminé ces gènes et vous voyez, cette vulnérabilité pour les variations d'humeur marquées. Donc si c'est encore là aujourd'hui et si ça continue, et c'est quand même 2% à peu près de la population, c'est que probablement il y a suffisamment d'avantages pour que ça persiste et que ça continue à se développer. Dans mon métier, je travaillais sur commande. Non seulement je ne parle même pas de créativité au niveau artistique, par exemple pour prospecter, trouver des commandes et tout ça, c'était des avantages énormes, quoi, les phases de manie, quoi. Oui. À cause de la perte d'inhibition. Voilà. Et puis de cette espèce de truc d'aller de l'avant, quoi. Voilà, ça manque pour le moment. Chantal, tu voulais poser une question? Non? J'ai pas posé une question, mais c'était réagir par rapport au témoignage de madame. En fait, moi, je serais celle qui témoignerait qu'effectivement, en phase de manie, moi, je ne suis pas du tout créative. En tout cas, il y a plein de choses dans ma tête, mais je ne peux pas produire parce que ça va trop vite dans ma tête. Donc, effectivement, cette nuance-là est intéressante. Et c'est que du coup, moi, quand je me retrouve en normotimide, je suis contente parce que je peux maîtriser mieux tout ce qui se passe jusqu'à un certain seuil. Donc, du coup, je n'ai pas cette nostalgie de manquer de créativité ou d'être perdante dans ce cycle. Surtout que depuis l'âge de 7 ans, moi, je dessine. Donc, je n'ai pas encore ce genre de rapport-là. Donc on va dire que la maladie est arrivée bien plus tard, j'ai 38 ans maintenant, donc voilà. Par rapport à la maladie est arrivée plus tard, donc du coup, j'ai pas cette notion de nostalgie, j'ai plutôt l'impression que elle me permet de... Oui, effectivement, il y a quelque chose, je sens qu'il se passe des choses, mais c'est pas existentiel pour ma créativité. Et quand votre humeur est en train de monter, donc avant d'être vraiment dans la phase maniaque, là, vous n'avez pas... une période où vous dessinez plus facilement, plus vite. C'est plus rapide. C'est plus rapide. Mais je ne vis pas complexée justement de ne pas être moins créative à un moment donné en fait. Ouais. Parce que j'ai suffisamment ce recul, beaucoup d'expériences de pratique sans avoir été malade pour me rendre compte des modulations que ça comporte et j'ai déjà eu l'habitude de pratiquer en phase normale. C'est ça. Ouais. Donc je ne sens pas cette souffrance-là.
Merci. Félix. Moi, je voulais, par rapport aux conclusions, il y a quelque chose qui me manque, c'est est-ce que la pratique intensive de la créativité ne favorise pas le trouble? Vous voyez? Est-ce que ce n'est... Hier soir, dans un groupe de parole, nous avions le cas de gens qui étaient un peu des overthinkers, qui vraiment étaient particulièrement créatifs, et donc, comme par hasard, ils présentaient un profil où ils rentraient plus facilement du fait de ces activités dans les troubles. J'ai un deuxième point, c'est, vous ne parlez pas du tout du TDAH. Non. Et de la relation qu'il y a entre le TDAH, la créativité. C'est un point important. Et je suis aussi étonné du fait que vous n'évoquiez pas la dimension épigénétique. Vous évoquez la notion génétique, mais pas le fait que un trouble génétique puisse développer des aptitudes qui vont devenir parfois obsessionnelles et vont favoriser un certain nombre de pratiques qui vont devenir des pratiques géniales, vous voyez, ou intéressantes en termes de créativité. Donc là, il y a toute une approche où on manipule beaucoup de statistiques, mais au fond, avec ces statistiques-là, est-ce qu'on n'occulte pas le côté apprentissage de la créativité? Alors oui, le TDAH, actuellement on a encore très peu de données, mais c'est aussi un domaine... Le TDAH, c'est le trouble déficit d'attention et hyperactivité. Avec impulsivité. Qui est connu chez l'enfant depuis longtemps, mais que maintenant on sait existe aussi chez l'adulte. Donc c'est des personnes qui ont des problèmes d'attention, qui peuvent être très marqués, qui oublient, qui ont une mauvaise mémoire de travail, qui n'arrivent pas à retenir les choses et qui sont... Alors ça, c'est surtout dans l'enfance, hyperactive, avec beaucoup d'impulsivité, donc qui bougent tout le temps, qui n'arrivent pas à rester assis en classe, qui parlent, qui dérangent, qui se font expulser de la classe, classiquement, qui ont des très mauvais carnets. Churchill avait en tout cas une bonne dose d'impulsivité, mais au niveau de l'attention et concentration, il arrivait à rester longtemps sur une tâche. Oui, mais ceci dit, les gens qui souffrent du TDAH peuvent, par des phénomènes compensatoires, et c'est là où on est dans les processus d'acquisition et d'apprentissage, développer des spécialités dans lesquelles ils réduisent la dispersion attentionnelle et ça les conduit précisément vers des activités quelque peu obsessionnelles qui sont favorables au développement de certains talents précis. Alors oui, ça peut aussi. Après l'aspect génétique, là, pour le moment, on n'a pas de données sur l'aspect épigénétique du trouble. Donc des modifications qui font que certains gènes vont être verrouillés, entre guillemets, ou beaucoup plus facilement transcrits. C'est un domaine relativement nouveau qui est fascinant, mais là on n'a pas encore de données disponibles. Peut-être qu'effectivement le mot génétique c'est très spécifique. Enfin, il y a une dimension apprentissage qui peut-être Bien sûr. pas assez soulignée. Bien sûr. Excusez-moi, mais j'ai l'impression que vous ramenez, les spécialistes ramènent à l'ADN. Mais moi j'ai fait du droit aussi, oui. Du violoncelle, mais en première année en psychosociologie, on dit que le degré d'intégration dans la société se fait entre l'âge de 0 et 7 ans, et donc c'est un l'inné plus l'acquis. Et bien sûr, la façon d'éduquer son enfant. Et si vous voulez un study case, moi j'ai une vidéo, j'ai une fille qui a 5 ans, que les psychiatres m'ont décommandé d'avoir un deuxième enfant, mais comme je suis libre et bipolaire, et je l'ai fait, et donc, moi je sais déjà que ma fille est déjà bipolaire, et elle a 5 ans. Et je peux vous montrer une vidéo maintenant. Alors la génétique, on sait maintenant qu'elle joue un rôle important, mais l'environnement joue aussi un très grand rôle. Je voudrais vous parler parce que vous avez fait l'imagerie neuronale. Je ne sais pas si vous connaissez ou vous intéressez au roman Anticipation. Il y avait un écrivain qui s'appelle Lambert Spinrad, qui a écrit un livre qui s'appelle Bob Jack Barron. Et c'était l'histoire d'un écrivain qui avait réussi à produire un livre, mais il n'arrivait plus à produire.
Et il mettait des électrodes à tous les compositeurs et tout ça pour savoir comment créer. Mais en fait, lui, la seule chose qu'il avait créé, c'était quelque chose qui lui permettait de boire de l'alcool et autre chose et de bien d'être peinard. Vous voyez un peu comment on peut compenser l'alcool avec la coke. Oui. Alors. Oui, au fond, oui. Allez-y, oui, au fond de la salle, oui, c'est pas mon. Je voulais réagir avec les deux dames là, qui étaient. Moi, je suis pianiste et compositeur, et vous aviez parlé du U inversé. Moi, je trouve que c'était tout à fait mon cas. En fait, quand je suis en dépression, ça m'aide pas mal à avoir des idées qui sortent de l'ordinaire et qui sont plutôt graves. Et quand je suis en dépression vraiment sévère, là, je suis totalement, je peux plus rien faire en fait. Et contrairement aux phases maniaques, en hypomanie, c'est comme la dame disait, c'est magique en fait. Je compose sur commande, ça vient tout seul et voilà, c'est super facile. Je m'enregistre et voilà, la compo est faite. Quoi. Mais par contre, après les idées, elles fusent. Et je passe du coq à l'âne. Moi, je me reconnais beaucoup en vous en fait et ce que vous avez dit. Merci. Juste une dernière question et après j'arrête. Il y a un problème de nomination. Parce que là on parle de bipolaire, trouble le truc. Avant c'était maniaco-dépressif. D'accord. Avant, il me semble que c'était folie circulaire. Et en ce qui me... Mais à mon avis, comme c'est la nomination, je suis israélite, donc le livre, le nom. En fait, moi je pense que j'ai simplement la pensée circulaire. D'ailleurs, quand on marche, on structure la pensée. Et j'ai pas des phases de dépression. J'ai eu des phases de dépression sévères dans un contexte familial. Mais sinon, maintenant, je suis hypomaniaque comblé. Mais une fois encore, on a dit folie circulaire parce que justement, à chaque fois, on stigmatise. Parce que justement, j'ai fait quelques hospitalisations à ma demande, et à chaque fois, on dit le patient est tendu et nerveux. Ouais. Moi, parmi les choses que je faisais, j'étais aussi instructeur. J'ai fait la sécurité pour la communauté juive, j'ai fait Saint-Cyr et tout ça. Moi, la personne, je ne la connais pas, et c'est moi qui l'examine. C'est pas le pied qui m'examine. Bon, la dénomination, effectivement, hein, ça reste très subjectif, non, mais parce que, par exemple, très approximatif, et ça va encore changer certainement dans le futur. Un cas concret, parce que là, je vais engager l'assurance pour le professionnel de la psychiatre. Je vais pour un sevrage d'alcool suite à mon divorce. Parce que mon divorce, je voulais vraiment fonder une famille. Elle me dit, vous inquiétez pas, j'arrange tout pour le compte rendu. Mais je suis resté 1 mois et demi, ça a été ma plus longue hospitalisation. Et c'était pour l'alcool. Bon, 1 mois et demi, il n'y a rien à faire. Tout le monde sait que le cannabis ou les trucs comme ça circulent dans les cliniques, ou dans les hôpitaux, même à Sainte-Anne, quoi que ce soit, partout. Et donc, j'ai fumé du cannabis, j'en avais déjà fumé il y a longtemps, j'avais arrêté à la naissance de mon fils. Et je me suis fait expulser en 2h30. Justement. Alors je me suis fait expulser et elle a mis comme compte rendu toxicomane reconnu. Elle m'a changé de traitement pour la bipolarité sans mentionner le nom de la bipolarité. Elle dit avoir appelé le collègue qu'elle ne l'a jamais fait. Et bref, une incompétence totale. Mais vous voulez en venir où par rapport à la créativité? Et bien par rapport à la créativité, je pense que les bipolaires vont aider les psychiatres. Peut-être. Ça, c'est sûr, oui. Il y a une question au fond, Madame, allez-y, oui, vous levez la main. Oui, je voulais savoir s'il y avait déjà eu des dosages de neuromédiateurs dans les différentes phases et si on avait retrouvé des choses qui pourraient justement peut-être être en lien, entre autres, avec la créativité ou le manque de créativité.
Oui, alors il y a eu passablement d'études qui ont regardé la dopamine, la noradrénaline ou d'autres médiateurs. On comprend quand même pas encore très bien ce qui se passe dans une phase maniaque. Dans une phase dépressive un peu plus, mais dans les phases hypomanes et maniaques, bon, c'est beaucoup plus dur aussi de faire de la neuroimagerie dans les phases hautes, parce qu'il faut que la personne reste tranquille dans la machine IRM, et s'il faut rester 10 minutes, un quart d'heure comme ça en phase maniaque, c'est pratiquement impossible. Donc on a beaucoup moins de données pour les phases hautes, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. J'ai pas entendu la fin. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Non, on ne sait pas encore bien ce qui se passe, non, au niveau biochimique, non. Non. Oui, moi je m'intéressais plutôt au côté aussi psychoéducation. Quand on est quand on a un métier créatif, souvent le rythme est mené à être très irrégulier, ce qui engendre à nouveau, ou ce qui peut engendrer à nouveau une phase maniaque. Alors comment vous, dans votre service par exemple, maintenant, vous voyez ça avec ces personnes qui souhaitent rester dans ce métier de musicien ou autre? Oui, alors ça c'est un point important parce que le rythme veille-sommeil, on sait qu'il est crucial pour tout le monde, mais encore plus pour quelqu'un qui a des variations d'humeur bipolaires. Et ça fait partie de la psychoéducation, justement, de viser un meilleur rythme veille-sommeil. Après, si la profession implique des changements d'horaire, des shifts de nuit, etc., là, il faudrait essayer de changer de travail, parce que ça peut vraiment déstabiliser. Il y a une fragilité, on le sait, il y a une fragilité au niveau de la régulation des rythmes circadiens chez les personnes qui ont un trouble bipolaire, et si on les met dans un environnement où l'heure du coucher et du lever varie constamment, on augmente de beaucoup le risque de déclencher un épisode hypomane, maniaque ou dépressif. Donc là, en général, on aide les personnes à essayer de retrouver une autre organisation du temps et un travail qui soit plus adéquat. Il y a des choses qu'il faudrait vraiment éviter, si possible. Monsieur, allez-y, vous levez la main. Oui. Pour votre exposé, je voulais savoir s'il y avait une étude sur l'évolution de la maladie en rapport avec la créativité. Est-ce qu'il y a un pic de créativité à un certain âge de la maladie pour un patient non traité, ou c'est quelque chose qui évolue en même temps que la maladie, ou pas? Alors là, à ma connaissance, non, il n'y a aucune étude. Mais je dirais que ça va vraiment varier d'une personne à l'autre, du nombre, de l'instabilité de l'humeur, du nombre d'épisodes. Idéalement, il faudrait quand même pouvoir contrôler et stabiliser suffisamment l'humeur, mais peut-être pas trop pour laisser cette marge de créativité, d'impulsivité. Donc c'est pas facile, mais ça serait ça l'idéal, oui. Ouais. Donc pour un patient non traité, c'est vraiment non traité que je parle. On ne peut pas mesurer, on ne peut pas dire que sa créativité sera au pic de sa maladie. Non, je pense pas qu'on peut dire ça. Et si je pense à ce patient-là, écrivain que je connais depuis longtemps, avec lui on essaye vraiment de trouver la dose minimum du traitement pharmacologique qui le stabilise suffisamment, mais il a quand même des petites variations. Il y a quand même des moments où il est légèrement subdépressif, des moments où il est un petit peu plus accéléré, mais ça reste léger. Donc, il arrive comme ça à continuer à créer. Ce qu'il écrit est bien et il publie ses bouquins. Donc, visiblement, les éditeurs trouvent que c'est bien et il en vend quand même. Voyez, donc. Est-ce que vous avez déjà vu un cas qu'une créativité dans un domaine est en phase maniaque, alors qu'une autre totalement différente en phase dépressive modérée, je veux dire, où c'est toujours la même œuvre, entre guillemets, créative, où ça peut varier en fonction du cycle? C'est quand même presque toujours en phase hypomane ou maniaque. Dans les phases dépressives, moi j'ai
Non, je pense que j'ai jamais vu quelqu'un vraiment créatif en phase dépressive. À la sortie, oui, ou 1 ou 2 mois après, oui. En allant puiser dans le vécu de la phase dépressive, les émotions que ça a pu... Mais pendant la phase dépressive, là vraiment... Les phases mixtes aussi. Alors ça, c'est autre chose. Les phases mixtes, là, il peut y avoir une certaine créativité. Oui, ouais. Là, c'est possible. Jean-Michel, après Félix. Est-ce qu'il y a des romanciers célèbres qui ont écrit leur délire pour faire des romans et que ça ait marché? Leur délire en état maniaque? Oui. Il doit y en avoir quelques-uns. Je réfléchis. Oui, il doit y en avoir. En peinture, il y en a. Et oui, alors. Garous, oui, tout à fait, oui. Félix, après Chantal. Moi, par rapport à ce qu'a dit le monsieur à propos de la créativité et du patient soigné, on parle beaucoup de médicaments, on parle beaucoup de questions génétiques, mais il faut beaucoup penser aussi à toutes les pratiques que nos soignants nous aident à développer et que nous développons nous-mêmes. Ce sont les pratiques de rétablissement. Quelqu'un qui apprend à gérer son trouble, c'est quelqu'un qui va forcément prolonger la période de créativité durablement. Parce qu'il ne va pas passer dans cette fameuse courbe basse où le processus de bipolarité va en s'accentuant. C'est l'auto-médication. Et donc il y a vraiment un grand intérêt à apprivoiser son trouble. Sans forcément, avec le recours aux médicaments de manière modérée, mais c'est surtout cette attitude active que le patient a par rapport à son trouble qui va être en définitive le vrai déterminant du soin et de la durée de la créativité et de bien d'autres comportements qui sont utiles socialement. Oui, ça c'est donc toute la partie psychoéducative qui est maintenant vraiment nécessaire pour le traitement. Pour tout le monde, tous les troubles. Alors la psychoéducation, c'est dans la plupart des troubles, mais dans le trouble bipolaire, ça joue un rôle particulièrement important. Particulièrement. Oui, mais c'est ce rythme de vie qui est d'avoir son trouble en main dans le quotidien, cette hygiène de vie, justement. Retrouver du pouvoir. Oui, retrouver du pouvoir dessus, mais est-ce que cette créativité, dans certains métiers, ne prend pas le dessus sur cette envie de prendre le pouvoir sur le trouble? La créativité peut être très forte. Donc là c'est vraiment, des fois, il doit y avoir conflit entre les deux. C'est vrai qu'il y a certains métiers créatifs qui nous exposent particulièrement. Ceux qui produisent les fameux décalages horaires, la surexposition médiatique, tout ça peut avoir des conséquences sur notre équilibre émotionnel. Et donc avoir des conséquences sur... Oui, ou la motivation, la créativité qui prend le dessus. Il y a une main au fond de la salle qui se tape depuis un certain temps. Merci pour votre exposé. Je voulais savoir si la créativité peut être un indicateur si on a le bon traitement ou pas. Parce qu'apparemment, quand on est en dépression de base, il n'y a pas de créativité. Si on est trop, elle est chaotique. Mais il y a un seuil où c'est bien. Donc, est-ce que si on est en dépression pendant longtemps et qu'on n'a pas de créativité, on peut se poser la question de peut-être que j'ai pas de bon traitement, parce que si j'avais le bon traitement, je ne serais pas forcément en dépression et j'aurais une meilleure créativité. Est-ce que l'absence de créativité peut nous indiquer vers quel traitement aller en fait? Oui, c'est une grande question. Alors bon, si on est sur le versant dépressif, ben là, de toute façon, il faut essayer d'améliorer le traitement, que ça soit psychothérapeutique, méditation, pharmaco, ce que vous voulez, mais il faut essayer de remonter suffisamment l'humeur. Après, la difficulté, c'est que si on a été créatif dans une phase hypomane, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être créatif quand on est normotimique, mais le patient dont je parlais avant, qui est écrivain, lui, il a dû en fait apprendre
à apprécier sa créativité quand il n'est pas hypomane ou maniaque. Vous voyez ? Et il y arrive, mais pendant pas mal de temps, il trouvait que c'était ennuyeux et il avait l'impression qu'il n'était pas créatif. Alors que oui, mais par rapport à ce qu'il avait connu quand l'humeur était vraiment haute, mais évidemment que c'est comme de rouler en deuxième vitesse plutôt qu'en cinquième à 140 à l'heure, quoi. C'est juste un apprentissage cérébral, on va dire, ou il a aussi changé de traitement pour aller vers cette acceptation. Ben, c'est un apprentissage, c'est vraiment un apprentissage. C'est apprivoiser une nouvelle créativité, enfin un nouvel état créatif, mais il est toujours là, son état. Il arrive à créer. Simplement, c'est un petit peu moins facile, ça va un peu moins vite que quand il prenait pas de traitement. Par contre, il arrive à le faire sur des années, sans interruption. Alors qu'avant, il avait des fois des interruptions pendant 2, 3 mois, 6 mois, où il faisait plus rien et où il était très mal. Mais c'est pas facile, j'imagine, de trouver cet équilibre et d'accepter qu'on est quand même créatif et de voir qu'on y arrive, mais que ça va un peu moins vite et que c'est peut-être, moins facile. Madame, à côté, au fond, vous leviez la main aussi. Après, je vais passer de l'autre côté. Moi, c'était exactement ce que j'avais posé comme question. C'était exactement ce que je voulais d'abord. C'est-à-dire l'illusion et la non-confiance en soi, la remise en question, de quand on crée en micro-manie, on a l'impression que c'est génial, etc. On est tout content. Après, on peut le redire que c'est passé un petit moment, il faut se rendre compte, et puis aussi éventuellement faire rire à deux personnes pour se rendre compte que c'est bon ou pas bon, etc. Mais quand c'est aussi le regret, effectivement, et là, avec cette confiance en soi, quand on n'a pas cette espèce de machine, de dynamique comme ça, c'est se dire, on peut très bien créer de la même façon, avec la même qualité, en dehors de ces moments un peu, on va dire, Tout à fait. Ils peuvent devenir des sortes d'illusions. Moi, c'est là où c'est le plus difficile, me faire confiance en disant, tu n'as pas besoin d'attendre ces moments pour accepter d'avoir le droit de créer. Tout à fait. Et si on revient à Schumann, il semblerait que ce qu'il a produit quand il était vraiment hypomane ou maniaque, alors il produisait plus, mais c'était pas de meilleure qualité. La musique n'est pas meilleure que quand il était bien, en fait. Oui, parce que tout à l'heure, vous avez associé créativité et productivité. Et je trouve que c'est un non-sens. Alors il y a quand même cette notion de rapidité et de quantité. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Onfray est un ogre littéraire, mais il n'aura jamais le Nobel. Qui c'est Je vous le dis, je suis très difficile de associer. Chantal qui levait la main depuis un moment, puis vous après, madame, je passe la parole. Je voulais nuancer cette chose, mais en fait, quand j'entends beaucoup la créativité, c'est comme si c'était quelque chose qui jaillit, mais parfois elle se travaille aussi. Ça va être dans les deux sens, et c'est vrai que goûter le résultat de l'effort aussi, c'est tout aussi important, aussi gratifiant que la pulsion. Oui, mais ça peut jaillir et travailler aussi. Oui, aussi, c'est important, mais c'est pas que. Ça ne sort pas seulement des trucs, ça sort aussi de travail aussi. Et les allées, et c'est important de le dire. Et aussi, j'ai trouvé qu'on parle beaucoup des plasticiens et tout, ou des musiciens, des romanciers. On a parlé de Churchill, mais on n'a pas parlé des financiers. Moi, j'ai beaucoup entendu cette relation justement entre finance et bipolarité, et on n'en a pas parlé. Les entrepreneurs. Les entrepreneurs. Alors, on n'en a pas parlé. c'est dans tous les domaines. Là, c'était quelques exemples, mais c'est dans tous les domaines. Non, tout à fait, vous faites bien de le relever. Après, par rapport au travail, c'est intéressant. C'est vrai que ça peut se travailler longtemps, mais il y a un moment donné où ça va jaillir, où ça va venir. Ouais. Même si la... Vous voyez, en fait, ce processus-là qui finit, il se passe quelque chose ensuite, ça aussi c'est intéressant. C'est pas que attendre que ça arrive, des fois c'est en le faisant, et oups, ça arrive. Et ça aussi, c'est montrer qu'il y a plusieurs processus de créativité. Derrière Chantal. Ne pas rester nostalgique de quelque chose. Il y a une dame qui lève la main là, depuis très longtemps, là derrière. Allez-y, madame. On a du temps encore. Hein.
Allez-y. Je me posais la question en fait parce que peut-être j'ai pas tout compris, mais en fait je voulais savoir parmi les gens qui sont atteints de bipolarité, donc il y en a pas mal qui se retrouvent apparemment dans des métiers créatifs, mais pour autant en fait sont-elles plus créatives que les personnes dites normales? Ben, si vous voulez, on retrouve un taux plus élevé de personnes qui ont un trouble bipolaire dans les professions créatives. Quand même, c'est ce qui ressort de toutes ces études. Donc il y a quand même un lien entre une activité créative et les variations d'humeur bipolaires. Oui, mais c'est pas pour autant que ces personnes-là sont plus créatives, j'ai envie de dire, que des personnes normales. Alors si, d'après toutes ces études, il y a quand même une proportion plus élevée de personnes créatives. Et dans les parents du premier degré de ces personnes qui ont un trouble bipolaire et qui sont créatives, on retrouve aussi un peu plus de créativité. Mais est-ce que deux créatifs, un bipolaire et un bipolaire, sont tous les deux tout aussi créatifs, c'est ça? Après voilà. Ce qui me gêne, la Oui. créativité pour moi individuelle, elle ne vaut pas la créativité du travail en équipe. Hein, de loin. On est beaucoup plus créatif, dans la plupart des cas en tout cas, au niveau d'une équipe de travail. Alors, dans une équipe de travail, est-ce qu'il faut qu'il y ait uniquement des bipolaires, comme ils font des académies actuellement, comme des académies dans la pharmacie, ou des autistes? Est-ce qu'il faut qu'il n'y ait que des gens comme ça, ou est-ce que, parce que c'est important, quand on veut réintroduire les gens dans le système, c'est de voir qu'ils vendent, moi c'est ce que je fais beaucoup, ils vendent leur créativité. Mais on ne peut pas vendre quelque chose en créativité seule, il faut aller dans une équipe de créativité. Comment ça se passe? Est-ce que des bipolaires savent travailler en équipe, ou est-ce qu'il faut 30% dans une équipe de travail, de recherche, pour que ça soit encore plus efficace? 30% sera difficile à obtenir. Non, alors, effectivement, c'est une bonne remarque, mais il ne faut pas forcément avoir un trouble bipolaire pour être créatif, comme je l'ai dit à la fin. Hein. Donc, vous voyez. Et le bipolaire, il prendra plein de personnes différentes. Maintenant, le travail d'équipe peut effectivement être très créatif, même s'il n'y a pas quelqu'un avec des variations d'humeur dans l'équipe, hein, parce que là, on a aussi les interactions, la potentialisation des différentes idées. C'est clair, hein, on ne doit pas avoir des variations d'humeur pour être créatif. Oui, ça j'ai bien compris. Mais ça me gêne qu'on parle de créativité sans parler de la notion d'équipe. Ouais, non, mais effectivement, oui, je pense que là, il y a un sujet. Ouais. Sur ce sujet, on peut aussi parler peut-être du fait que lorsqu'on est en période maniaque, ça ne favorise pas forcément la coopération. L'instabilité émotionnelle que l'on a peut être un handicap précisément pour le travail d'équipe. Vas-y. Non, vas-y, oui, c'est bon. Non, à côté de Patrick, oui. Moi, je veux revenir sur votre intervention. Quand vous disiez que c'est productif, enfin, il faut continuer à travailler sa créativité sans attendre l'éclair de génie. L'hypomanie ou la mais je voulais savoir, d'une part, vous étiez traité. Oui. Et si d'autre part, vous avez vraiment connu des dépressions profondes, oui, qui vous empêchent quand même Ben, en dépression profonde, je fais rien. Je faisais exactement, pour moi, c'était des gris colorés violets, la bleue, une petite nuance, mais je produisais rien. Donc je sais pertinemment, et en phase up, comme on dit, je produis rien non plus. C'est vraiment le inversé, je me retrouve vraiment dedans. Et du coup, quand je suis en phase normale, je suis contente parce que je crée dans la durée. Et surtout l'idée de sentir qu'on peut faire des choses dans la durée. Enfin, quand on aime créer, c'est pas pour 5 minutes. Quoi. Vous remerciez le traitement pour ça, ou ça vient d'autres en fait, le traitement pour ça, Argos pour ça, d'autres thérapies aussi pour ça. Après, il y a aussi que dans mon passé, j'ai eu l'occasion de dessiner sans avoir attendu ces pulsions qui venaient de crise. Donc du coup, j'ai cette base-là solide qui sait que je sais que j'ai d'autres ressources pour créer que cette pulsion. Donc voilà. Oui, vous avez dit tout à l'heure, je me lève parce que vous disiez
donc en général en phase dépressive, on n'était pas créatif et en même temps, apparemment, Van Gogh s'est suicidé un jour où il n'y a pas un tableau. Donc ça contredit un petit peu justement ce phénomène. Alors il était, quand il s'est suicidé, il n'était pas en phase amorphe, atone, dans son lit. Non, il avait quand même suffisamment d'énergie pour peindre. Bon, maintenant vous avez vu le tableau là, avec les arbres et les racines, c'est pas le plus beau tableau qu'il ait fait, hein. Vraiment pas. Hein. Il était quand même dans un processus créatif tout en étant dans une détresse suffisamment profonde pour se suicider. Peut-être qu'il était dans une phase mixte hein, ce jour-là, ça on ne sait pas. Oui, peut-être qu'il avait suffisamment d'énergie pour sortir, aller dans le champ de blé, commencer à peindre, et puis à un moment donné, c'est vraiment les symptômes dépressifs qui ont pris le dessus, le désespoir. Ça c'est possible, on ne sait pas, hein. On ne saura jamais, mais c'est possible. Et par rapport à ce que la dame disait tout à l'heure, Picasso il disait qu'il y avait 1%, que le talent c'était 1% d'inspiration et 99% de transpiration, et je pense que ça répond un peu à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai que ça peut nous aider de se dire que même si on n'est pas, tout ne vient pas super facilement, on peut quand même travailler et bien sûr. Ça va développer, bien sûr. Voilà, connecter avec la partie créative. Sa créativité, elle est là de toute manière. Oui, elle reste là, elle ne va pas disparaître. Pour parler de Picasso, une fois qu'il n'avait pas d'argent et qu'il déjeunait au restaurant, le restaurateur lui a demandé de lui faire un dessin. Et il l'a fait. Et il lui a demandé de signer le dessin. Il dit c'est pas possible, sinon je vais acheter le restaurant. Patricia, vous vouliez poser une question tout à l'heure, non? Oui, moi je voulais parler de créativité, de sensibilité. Parce que vous avez parlé d'impulsivité, mais moi je ne me reconnais pas dans l'impulsivité, je me reconnais plutôt dans la sensibilité. C'est-à-dire que le fait que quand moi je suis en phase maniaque, j'en ai fait 2, j'en ferai pas plus souvent parce que je sais que ça peut aller très loin. Donc je sais que je suis en éveil en phase maniaque. Et je pense que ces phases, elles viennent d'une hypersensibilité que j'ai toujours eue. Et il ne me faut pas grand-chose pour que ça monte. Mais maintenant, je sais les repérer. Mais je me dis que, et c'est vrai que quand on est en phase maniaque, on est en hyper-éveil. C'est-à-dire que tous les 5 sens sont en éveil chez moi. J'entends tout, je vois tout, enfin bref. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est ouvert sur tout, et on a l'impression qu'on est le centre de tout. Et ça, je trouve que je pense, parce que je ne suis pas artiste, mais je pense que c'est vraiment un état qui fait qu'on se sent pas super, mais on se sent très ouvert. Et du coup, on peut tout faire. On peut tout faire, et pour les artistes, pour ceux qui ont une base, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on sait peindre, c'est génial. Et là, on part, et comme quelqu'un a dit, la main part toute seule. Mais c'est pas la main qui part, en fait c'est vous. Et c'est parce qu'en fait c'est parce que vous avez une hyper motivation, vous avez en fait comment dire, vous êtes super confiant en vous. Et donc l'hyper confiance aussi c'est hyper important quand on est en phase de créativité, parce qu'on est confiant, on sait qu'on va y arriver, et on part aussi on part vers l'inconnu, voilà. Et donc en fait la sensibilité, je pense que c'est hyper important. Et je pense, je ne sais pas, parce que bon, ça fait 3 ans que je suis diagnostiquée bipolaire, mais je pense que les bipolaires sont particulièrement hypersensibles. Et ils se cachent plus ou moins, ils mettent une carapace, quelque chose, et on ne le sent pas tout de suite, on ne le voit pas, mais ils sont quand même hypersensibles. Et le moindre petit truc peut faire qu'ils passent le parapet et ils vont vers l'hypo. Un petit truc comme ça, hyper négatif, qui les touche, ils retombent. Donc, voilà, donc la créativité, elle est, moi, à mon avis, liée à l'hypersensibilité. Et l'hypersensibilité, souvent chez les bipolaires, enfin, je crois, les bipolaires sont très hypersensibles. Voilà. Et donc, c'est difficile pour eux de gérer les émotions parce qu'ils sont hypersensibles. Et donc, du coup, voilà. Mais bon, je pense que c'est quand même. Enfin, je pense qu'un artiste est hypersensible aussi. Donc, c'est peut-être aussi un rapprochement à faire. Oui, alors tout à fait. Il y a cette hypersensibilité et l'exacerbation des sens, comme vous disiez.
qui fait que ça va favoriser aussi la créativité. C'est comme si les perceptions étaient vraiment augmentées au niveau olfactif, visuel. Il y a vraiment des perceptions qu'on n'a pas en phase normotimique. Et ça va faciliter aussi la créativité. Une nouvelle question au fond de la salle. Vas-y, levez-vous, oui. Voilà. Tout à l'heure. Je disais que c'était pas forcément en phase dépressive que les gens se suicidaient, et donc ça alimente ma autre question, qui était de savoir s'il y avait plus de suicides chez les unipolaires ou chez les bipolaires. Alors, il y a plus de tentatives et plus de suicides chez les personnes qui ont un trouble bipolaire. Il y a très rarement des suicides en phase hypomane ou maniaque. C'est en phase dépressive ou phase mixte. Les phases mixtes, ça c'est dangereux. Et là, il faut traiter rapidement parce que dans la phase mixte, il y a justement assez d'énergie pour faire un geste autodommageable qu'on n'aura pas forcément en phase vraiment dépressive. Et comment faire la différence entre une phase mixte et une phase normale, neutre ? Dans la phase mixte, vous allez avoir les symptômes de la dépression, mais vous pouvez avoir les idées qui vont très vite. Il peut y avoir une agitation physique, il peut y avoir le fait de parler aussi rapidement, un débit verbal augmenté, mais c'est souvent les idées qui défilent, qui vont vite. Donc même si la personne est calme, mais dans la tête, ça va très vite. Alors il peut y avoir comme ça plusieurs symptômes plutôt hypomane ou maniaque qui viennent s'ajouter au tableau dépressif. Et ça, c'est dangereux. Juste par rapport, puisque on va parler de productivité et que je fais l'école de commerce lycée, maintenant on parle du design thinking. Et en fait, si vous voulez, à partir d'un dessin, vous pouvez créer quelque chose qui va être une société, par exemple, par rapport à un montage de société, avec un logo jaune. Vous voyez, vous avez des... Je pense qu'il faut aussi que les bipolaires ne se... pour moi, pour l'instant, je suis hypomaniaque, mais j'étais borderline, hypersensitive. Bien, j'ai tout fait. Mais je pense qu'il faut faire plusieurs choses. Il faut pas être que peintre, il faut pas être que chose, il faut s'intéresser. Il faut avoir en nous une appétit d'activité. Et quand je suis sorti de mon hospitalisation de 1 mois et demi, la première chose que mon médecin généraliste, et non pas le psychiatre, m'a dit, soyez actif. C'est actif, écoutez la radio comme ça. Donc, quand on a une pensée circulaire, moi je ne suis pas dépressif, tout simplement je suis fatigué en termes de pratique de neurones. Voilà. Lève-toi, oui. Vas-y, vas-y. Non. Vas-y, Béatrice. Je voulais juste demander, on a parlé de TDAH, je voulais savoir, est-ce que bipolarité et schizophrénie, est-ce que, parce que je crois qu'on prend les mêmes médicaments, on n'a pas besoin de faire un diagnostic spécialement, je dis en gros, on prend tous à peu près des dépathotes, des machins comme ça, donc ça, après on affine le diagnostic. Et j'ai l'impression que je ne sais pas non plus si les bipolaires, on commence à leur donner une piqûre par mois, comme aux schizophrènes. Est-ce que ça se fait pour les bipolaires ? Alors, il y a certains médicaments communs, d'autres pas. Comme le lithium, pour une schizophrénie, ça ne va pas être très utile. Mais il y a d'autres médicaments qui peuvent être utiles pour les deux troubles. Après, dans certaines situations, on peut donner une forme dépôt, comme on l'appelle, du traitement, qui va être libéré progressivement pendant 1 mois, 2 mois. Il y a même des formes pour 3 mois maintenant. Même pour les bipolaires. Dans certaines situations, ça peut être utile, mais ce n'est pas la règle. Mais ça peut être utile, oui. Ça, c'était le truc. Et la conclusion, je voulais donc poser la question, est-ce qu'il y a plus de créatifs chez des schizophrènes que chez des bipolaires ? Alors, plus non. Dans ce que j'ai montré, c'était plutôt la bipolarité qui se détache.
Par contre, dans la créativité, mais plutôt scientifique, ben là, on est peut-être plutôt du côté, justement, psychose. Comme John Nash, hein, vous avez peut-être vu le film Un homme d'exception. Ben lui, il n'avait pas du tout un trouble bipolaire, c'était plutôt côté psychose. Tout ce qui est mathématiques, physique théorique, c'est plutôt de ce côté-là. Avec aussi un relâchement d'association et des idées totalement nouvelles, novatrices, qu'on ne peut pas avoir probablement si on n'est pas dans cette frange un peu, qu'on appelle psychotique, mais où on est loin de tout ce qui est conventionnel, ordonné et très cartésien. Jean-Michel, tu voulais intervenir? Je voulais juste finir. Ah pardon, Béatrice, excuse-moi. Simplement, c'est très intéressé. J'ai des problèmes de train ce soir pour rejoindre ma banlieue. Est-ce qu'il y a des gens qui sont du côté de Marie-le-Roi, Saint-Nom-la-Bretèche, Peucheron, etc. Versailles. Est-ce qu'il y en a qui passent vers Saint-Lazare éventuellement? Le métro. Non, bon, c'est tout, je vais le dérouler. Jean-Michel, vas-y. Pour répondre à Béatrice, moi je suis bipolaire type 1 et j'ai une injection toutes les 4 semaines de Zipadera, de Zyprexa. Voilà, et bon, c'est bien. Moi, je pense que c'est mieux que de s'appliquer tous les jours à prendre des médicaments. Il faut supporter le loin aussi avec ça. Lydia, vas-y. Moi, je me dis que c'est pas facile d'être, entre guillemets, avant-gardiste quand tout autour, les gens ne voient pas les choses comme nous. Et on est souvent dénigré, on s'isole tellement on n'est pas comme les autres. Et ça a cheminé dans ma tête et je me suis dit, mais peut-être que si le trouble persiste depuis 4000 ans et que ça aide la société à évoluer avec Newton, Churchill, Van Gogh, enfin juste des pépites comme ça, par-ci par-là, on pourrait peut-être se dire, il est temps qu'on se réveille, nous sommes des pépites, et soignons-nous pour continuer à saupoudrer nos pépites parce que la Terre en a grand besoin. Et alors je voudrais savoir si cette question est une question d'hypomaniaque, perchée, et qu'il ne faut surtout pas voir les choses comme ça, ou si c'est un peu sensé et que je peux peut-être me rapprocher à ça tous les jours pour sortir de cet isolement et cette dépression et trouver une confiance pérenne et sereine. Bah écoutez, oui, c'est effectivement ça. Hein. Le problème, c'est la souffrance dans les phases dépressives ou dans les phases maniaques vraiment sévères, mais globalement, ces variations d'humeur ont un intérêt et apportent aussi des choses très positives. Donc il faut essayer de se raccrocher, oui, à la partie positive, à la partie vraiment qui porte en avant, et puis essayer de surmonter les passages très difficiles. Mais globalement, oui, il y a franchement des points positifs qui existent. Allez-y, oui. Une question un peu technique, est-ce qu'un bipolaire fera forcément des phases mixtes? Non, pas forcément, mais c'est fréquent. C'est fréquent. Et on n'a pas abordé aussi, quand on parle de bipolaire, créativité, est-ce qu'on peut faire un lien entre borderline et créativité ou c'est deux schémas séparés? Alors, le trouble borderline, c'est plutôt ce qu'on appelle un trouble de personnalité, mais il y a des recoupements avec ce que l'on connaît dans le trouble bipolaire. Il y a des symptômes communs, et il y a aussi l'impulsivité, il y a une labilité de l'humeur, etc. Donc, il y a aussi des liens avec la créativité. Par contre, on n'a quasiment pas ou très très peu d'études sur cet aspect-là. Et puis, on peut avoir un problème borderline et un trouble bipolaire. On a eu une conférence l'année dernière que vous pouvez retrouver en ligne sur notre site avec le professeur Bernard Granger. Voilà. Ça ne parlait pas vraiment de la créativité, mais ça parlait des deux pathologies liées. C'est ça, oui. Tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question ou avant-dernière? Juste très rapidement,
la psychiatre dont vous parliez, qui a fait des études, qui était bipolaire à la fois, c'est bien Kay Redfield Jamison. Oui, c'est ça. Elle a écrit un livre aussi qui s'appelle De l'exaltation à la dépression ou l'inverse, je ne sais plus. Oui, oui. D'accord. On peut le retrouver en France, le livre? Oui, oui, celui-là, oui. Celui que vous citiez, ça, je ne sais pas. Celui que je citais, je ne suis pas sûr, peut-être qu'il est traduit maintenant, mais son autobiographie, oui, là, il existe en français. Et ça décrit bien, depuis son enfance, comment elle a vécu les premiers épisodes, le traitement au lithium, etc. D'accord. Elle a étudié justement la créativité. Et elle s'intéresse beaucoup à la créativité, oui. Oui. Comment elle s'appelle, ça me rappelle? Sally Kay Jamison. Jamison. Patricia, oui. C'était juste pour dire par rapport à la médecine, savoir qu'est-ce qu'on devait faire quand on était bipolaire. En fait, moi je pense que la première des choses à faire, c'est l'accepter. Deuxième chose, après, c'est mieux se comprendre. Et troisième chose, c'est mieux comprendre l'extérieur et faire en sorte que l'extérieur ne devienne pas en fait quelque chose qui va vous fragiliser. Enfin, moi je parle pour moi en tant qu'hypersensible et quelque part c'est génial. Parce que quand on est bipolaire, on le prend en pleine face, on se dit pourquoi moi, pourquoi pas les autres, j'ai rien compris. On vous dit c'est génétique, moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Mais ce que maintenant je comprends, c'est que maintenant il faut que je prenne soin de moi. Il faut que je fasse attention à moi, il faut que je fasse attention aussi aux autres, parce que si je me renferme sur moi-même, je ne vais jamais y arriver, parce qu'on comprend mieux soi-même qu'en regardant les autres. Parce que c'est pas pour juger, c'est juste pour regarder, pour observer, parce qu'on est tous plus ou moins différents, mais il y a quand même des bases à chaque fois. Et donc, ce qui est bien, entre guillemets, dans cette maladie, c'est quand on sait et qu'on a le diagnostic, on se dit, maintenant, il faut se prendre en main. Et le fait de se prendre en main, c'est aussi toute une démarche. Alors, c'est bien sûr prendre des cachets, vous vérifiez si le médicament correspond, peut-être l'alléger si on se rend compte que ça vous rend dans un état complètement sous forme de larve, mais ça vous oblige à prendre soin de vous et à vous occuper de vous, en fait. C'est ça qu'il faut, je pense, c'est donc prendre soin de soi, et après, à partir du moment où on prend soin de soi, et mieux on se connaît, et plus en fait on a confiance en soi, et mieux on contrôle la chose. Parce que quelque part, c'est la bipolarité, enfin, cette maladie, c'est une maladie qu'on ne voit pas, c'est pas comme le diabète. Mon psychiatre m'a dit, c'est comme le diabète, vous prendrez des médicaments, tout va bien. Je dis oui, mais c'est pas pareil. Parce qu'en fait, moi, mon angoisse, mais l'angoisse de tous les bipolaires, c'est de pas pouvoir en fait, empêcher la chose, enfin de tomber dans les enfers de la dépression, ce qui m'est jamais arrivé à moi parce que je suis quelqu'un qui a toujours été optimiste, mais plus ou moins, mais je suis partie un peu dans une déprime un petit peu, mais pas jamais dans la dépression, parce que je m'aime trop, entre guillemets, je me suis toujours aimée, mais sans m'en rendre compte, mais je peux partir dans des phases, oups, ça part très vite, et l'objectif c'est vraiment de comprendre, essayer de se comprendre soi-même et comprendre pourquoi on agit comme ça et pourquoi on agit par rapport au reste du monde, quoi. Donc c'est pas s'enfermer en se disant, oh là là, je suis bipolaire, c'est n'importe quoi, etc. Non, non, mais c'est essayer de s'ouvrir, et c'est pas évident, mais c'est quand même, moi je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que à partir du moment où on l'accepte aussi, il faut faire avec, et c'est pas en fait, ça ne doit pas être un handicap, mais un atout, faut le transformer en atout, et pour ceux qui sont créatifs, je pense que c'est possible justement de se dire, bon, j'ai eu des phases hyper maniaques, mais je suis quand même artiste. Avant je faisais, donc il n'y a pas de raison que j'arrive pas. Est-ce que vous connaissez le thème de la conférence du mois prochain? Non. Eh bien, ce sera psychoéducation et éducation thérapeutique dans le trouble bipolaire. Je pense que voilà, ça permettra de continuer sur cette conférence. On arrive au terme de notre soirée. On va remercier beaucoup le professeur.